Donc, le sujet du jour, alors vous l'aurez compris, au-delà de l'aspect jeu de mots, on va parler BI. Jérôme vous partagera plus largement de quoi on parle quand on parle de BI. Donc là, on va s'attaquer à un sujet qui est aussi de parler des outils décisionnels pour mettre en place cette visualisation des données et cet accès à la donnée pour les différents métiers de l'entreprise. Donc, on a 1 heure pour partager autour de ce sujet. On a plusieurs invités qu'on vous présentera juste après qui vont pouvoir intervenir tout au long de ce webinaire. Alors, pour revenir sur le menu du jour, vous l'avez compris, on va parler BI. Donc, Jérôme commencera cette présentation en démystifiant un peu le sujet, enfin en ouvrant en tout cas, en vous présentant la thématique. Nous reviendrons ensuite sur la promesse de valeur apportée par la BI. Et puis, on reviendra un petit peu dans le concret et la réalité du terrain, parce qu'il y a d'un côté une promesse et puis il y a la réalité du terrain. Et là, nos pratiquants pourront vous partager leurs propres expériences et retours d'expérience. Et puis, on conclura par nos conseils, une synthèse de ce qu'on aura pu voir et les éléments d'aide à la décision de votre côté et les offres qu'on peut aussi vous proposer pour démarrer vos projets BI, les accompagner, enfin, vous aider à maturer, enfin, à avancer dans votre maturité sur ces sujets. Et on vous partagera au final alors, ce qu'on a appelé un dessert surprise, parce qu'on est en mode carte du jour. Et là, c'est Charlotte qui travaille chez nous qui vous partagera sa petite annonce et qui devrait vous faire gagner beaucoup de temps également. Et ça, je la laisserai prendre la main à la fin, mais du coup, ça reste une surprise pour vous rester jusqu'au bout. Alors, je propose qu'on fasse un premier petit tour de table en commençant par les différents intervenants. Donc, je vais proposer à Jérôme de démarrer, puis ensuite, je te laisserai passer la main au prochain intervenant et tu n'auras qu'à donner le bâton de relais. Donc, vous avez maximum 2 minutes chacun. Toi, Jérôme, si tu peux être plus concis, c'est encore mieux. Voilà, je te laisse démarrer. Oui, bonjour, Jérôme Hugueny. Donc, je dirige la practice conseil chez Data Shooting, donc axé sur notamment les sujets data, les sujets décisionnels et prédictifs. Et j'ai le plaisir d'accueillir nos invités. Donc, on va commencer par Carole, qui, la galanterie m'oblige à présenter. Donc, Carole, je te donne la main. Vous avez tous utilisé du décisionnel et voilà, c'est pour ça que vous êtes ici. Carole. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Carole Hubenick. Je suis chargée d'études RH, SIRH chez Europe Assistance. Et voilà. Et donc là, c'était l'objectif de mettre en place un outil data, puisque on n'avait rien actuellement. Donc, c'était vraiment la nouveauté chez nous. Peut-être François, tu peux continuer? Oui, bonjour à tous. Donc François Cossinac, je suis responsable informatique au sein de la société coopérative pour l'emploi Melting qui met à disposition des salariés de remplacement dans le secteur du médico-social. Voilà. Merci François. Philippe? Bonjour, je suis Philippe Miellet, je suis directeur associé d'Edater. Edater est une structure qui intervient à la fois dans le conseil aux collectivités, aux organismes publics, et qui travaille aussi sur la data, les plateformes de suivi et de pilotage des politiques publiques, et qui, à ce titre, mobilise beaucoup de données de nos clients d'Open Data, et évidemment de self-BI et de plateformes en ligne, dont on parlera un peu plus tard. Merci Philippe. Yann Dirk? Oui, donc bonjour, Yann Dirk Meulenberg. Donc, je suis architecte fonctionnel chez Sogetrel. Donc, groupe qui intervient sur tout ce qui est installation et maintenance de tout ce qui est ligne téléphonique, Internet et tout ce qui est sûreté, donc caméra de surveillance et tout ça. Une grosse problématique autour du BI dans lequel j'accompagne le groupe parce qu'il a fallu choisir un outil, donc 10 groupes pour partir, on va dire, un peu de l'anarchie. Et bon, on en parlera, je pense, dans la foulée un peu plus tard, quoi. Merci Yann Dirk. Vincent? Bonjour à tous, Vincent Martinez, responsable BI Data Engineer chez Private Sport Shop, qui fait de la vente privée de matériel de sport en ligne. Donc voilà, la société est située à Vendargues. Voilà, donc du coup, un petit peu les mêmes sujets que Yann Dirk, qu'on a eu l'occasion d'échanger un petit peu en amont. La data, structurer la data et la donner en visibilité claire et concise et efficace. Eh bien, merci à tous. Merci à tous. Et du coup, Jérôme, je vais reprendre la main rapidement. Alors, moi, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Gaël Philippe, donc le président de Data Shooting. Et pour l'occasion, le gentil organisateur et animateur de ce Datapéro.
Alors, je reviendrai simplement sur savoir qui est votre hôte, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est un cabinet de conseil spécialisé dans l'analyse, le traitement et la valorisation des données. Et on a une démarche assez alors singulière, entre guillemets, parce qu'on n'est pas forcément les seuls à faire ça. Mais par contre, là, on a une approche par la performance des entreprises. Et on aide les entreprises à générer de la performance à l'aide d'une exploitation efficace et innovante de leurs données, en s'appuyant sur différents axes d'accompagnement que sont le conseil. On accompagne à la fois sur des axes stratégiques d'analyse des données sur des sujets marketing, de réalisation, puisqu'on accompagne typiquement tous les clients avec lesquels on va être parlé aujourd'hui, on les accompagne sur la mise en œuvre de leur BI, justement, que ce soit d'outils Power BI ou autres, hein, et Vincent pourra témoigner sur la mise en œuvre de Qlik. On réalise aussi des formations auprès de nos clients, et puis on les aide à partir du moment où on a réalisé, on les aide aussi à maintenir la performance des outils avec un département exploitation. Donc, notre vocation, c'est vraiment d'accompagner la maturité data des entreprises à chaque jalon de cette croissance, parce que ça nécessite aussi de grandir dans cette posture d'exploitation des données. Alors, tout d'abord, de quoi parle-t-on? La business intelligence, on peut la résumer à 4 promesses. Donc, on parle des outils décisionnels, des outils de reporting, de visualisation de données. Et ces 4 promesses sont tout d'abord la promesse d'avoir des visualisations qui sont à la fois riches, hein, mais également intuitives, agréables et également efficaces, c'est-à-dire qu'on peut construire des reportings qui permettent de piloter une activité de manière relativement simple et facile. Donc ça, c'est le cœur du sujet, mais au-delà de la visualisation, on a l'aspect de transversalité qui est intrinsèque aux solutions de business intelligence, aux solutions décisionnelles, qui est la promesse de pouvoir croiser des données issues de différents mondes, de différents environnements de l'entreprise, donc notamment finance, comptabilité, production, RH. Et c'est une promesse qui est intéressante parce que ça permet de raisonner, par exemple, valeur client en mettant au regard le chiffre d'affaires avec les coûts de production, les coûts produits, avec les coûts de masse salariale, éventuellement ventilés, avec les coûts de marketing direct, par exemple. Et en croisant les données, on arrive à raisonner plus sur des process qui sont transverses dans l'entreprise, et également sur des questions de valeur. Et du coup, on arrive à tout simplement à prendre de meilleures décisions, à mettre en évidence des choses en regardant globalement et pas seulement sur un bout du périmètre. Donc ça, c'est la deuxième promesse, hein, qui apporte aussi de la complexité parce que tous ces gens, production, vente, marketing, finance, opération, RH, n'ont pas forcément le même langage, les mêmes référentiels, les mêmes bases de données, les mêmes systèmes. Donc il y a un petit peu de complexité dans la transversalité aussi. La troisième promesse, c'est d'avoir des indicateurs avancés qui permettent d'aller au-delà de ce que les systèmes opérationnels peuvent fournir. Naturellement, dans un système financier ou dans un système, dans un CRM, vous aurez des indicateurs basiques qui permettent de connaître le chiffre d'affaires, le nombre de clients, les coûts. Mais dès lors que vous voulez raisonner sur la marge d'un client à long terme, par exemple, qui nécessite de travailler sur un historique de vente, une probabilité de résiliation, des coûts complets et un cumul de chiffre d'affaires au fil du temps, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un système qui permet de l'élaborer, et les systèmes opérationnels qui servent à opérer tous les processus de vos entreprises ne sont pas adaptés pour calculer ce genre de choses. Et du coup, la promesse des éditeurs de Business Intelligence, c'est naturellement d'automatiser ce genre de calcul, de les simplifier, de les rendre accessibles à tous de manière simple et conviviale. Et puis, la dernière promesse, c'est le collaboratif. C'est le fait de faire collaborer un certain nombre de personnes sur les mêmes reportings, de pouvoir faire travailler ensemble avec un même langage, avec des outils partagés, une même vision de l'entreprise au service d'une même stratégie, tout un ensemble de personnes qui sont éventuellement dans des services distincts. Et du coup, ces 4 promesses, alors
vous avez un certain nombre d'éditeurs. Alors je peux citer des gros, mais il y a aussi des petits. Je vais commencer par les petits. On peut parler de certains éditeurs comme Flutilent qui proposent des solutions BI françaises. Mais on a aussi quelques gros acteurs tels que Power BI. Je parle de Flutilent parce qu'il est présent dans l'Assemblée, donc j'en profite. Et on a quelques autres gros éditeurs qui font la une, qui prennent l'essentiel des parts de marché, tels que Power BI, Qlik, QlikSense, Tableau, et dans une moindre mesure Data Studio. Donc voilà les outils en question, et cette promesse, elle se résume souvent dans le terme self-service BI, c'est-à-dire que les utilisateurs métiers pourront accéder simplement aux données, qu'ils soient en mesure de construire leur propre reporting, leurs propres analyses, sur une vision transversale des données avec des indicateurs avancés, en collaborant, en publiant ces données aux autres membres de l'organisation. Donc voilà la promesse de la BI et de ces outils. Alors, si on va au-delà de la promesse, c'est quelque chose c'est un sujet d'attention pour un grand nombre d'entreprises aujourd'hui, ou un sujet à venir, tout simplement parce que du fait de la digitalisation, de l'évolution des entreprises, de l'évolution des offres, de l'automatisation, de la digitalisation des process, le sujet de piloter par les données, de construire des reportings transverses, d'exploiter les données pour être plus performant, pour mieux personnaliser, c'est une problématique qui se pose à peu près toutes les organisations, ou qui va se poser. Et du coup, on a de très nombreuses entreprises en France, et notamment parmi nos clients, qui sont en train de franchir le pas pour passer d'un pilotage classique. Donc là, vous avez une échelle de maturité qui est issue d'une enquête de maturité qu'on a faite sur les entreprises en Occitanie l'année passée, et qui est renouvelée d'ailleurs cette année, l'Observatoire Data. Et en fait, on s'aperçoit que toutes les entreprises progressent sur une échelle de maturité data, et passe, alors naturellement, de l'échelle pas digitalisée, et là-dessus, il n'y a pas besoin de solutions décisionnelles, à des entreprises qui sont complètement pilotées par la data, et ça, c'est un petit peu de la science-fiction à ce stade. Mais aujourd'hui, l'essentiel des entreprises que l'on rencontre sont soit dans une approche de pilotage classique, c'est-à-dire que les entreprises disposent d'outils informatiques qui permettent de piloter, par exemple, la comptabilité permet de piloter le chiffre d'affaires, les coûts, le CRM permet de piloter les clients, permet de piloter les devis, la gestion des affaires, et passe de ce pilotage classique à un pilotage évolué qu'on a appelé BI, qui est en fait un pilotage où on croise les données des différents systèmes, où on fait collaborer les différentes équipes et où on met les données à disposition. Voilà. C'est une étape préalable avant des évolutions ultérieures, notamment la mise en œuvre d'approches plus prédictives pour anticiper des évolutions de la demande, des résiliations, des besoins, des dimensionnements. Donc voilà pourquoi on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui sont en train de franchir le pas de la BI. Et pour lancer la discussion avec nos panélistes qui ont tous une expérience de mise en œuvre de BI, je voulais juste rappeler une vérité sur la BI. C'est que une des promesses, c'est de piloter et d'optimiser les processus de l'entreprise en ouvrant le capot, c'est-à-dire en mettant à disposition les données auprès de différentes équipes, en tout cas ouvrir le capot des systèmes d'information pour donner de la vision sur les process à partir des données qui sont stockées dans ces systèmes et construire des indicateurs sur la base de ces données. Et ça, c'est la promesse. Et la difficulté, en fait, c'est que la première fois qu'on ouvre le capot, eh bien, on s'aperçoit que la jolie image que l'on avait tous en tête en se disant qu'on va enfin avoir accès à toutes les données et toute la visibilité, eh bien, on s'aperçoit que la première personne qui ouvre le capot, elle est souvent un peu déçue. Parce que ce que l'on observe, c'est 20 ans d'entassement de systèmes d'information, de données qui, certes, permettent de piloter le chiffre d'affaires, permettent de piloter les clients, permettent de piloter les salariés, de réaliser la paye. Bien sûr, ça fonctionne, les processus opérationnels fonctionnent, mais dès lors que l'on veut
faire des indicateurs avancés, croiser des données, on s'aperçoit souvent qu'on a des problèmes parce qu'on n'a pas le même référentiel des produits dans le système comptable et dans le système CRM. On s'aperçoit que la gestion des situations, des contrats de travail ne permet pas de calculer les ETP comme on le souhaiterait. On s'aperçoit de plein de défauts et en fait, c'est souvent une déconvenue, donc c'en est une, et je laisserai tous les invités réagir là-dessus, mais ce n'est pas forcément la seule. Voilà, ce que je voulais mettre en évidence, c'est qu'il y a une marge assez importante entre la promesse de valeur des outils BI et la réalité au début de la mise en œuvre. Alors naturellement, ouvrir le capot, ça permet aussi d'améliorer les choses, mais à l'instant de la mise en œuvre, on n'a pas des résultats immédiats, et du coup, voilà, c'est un sujet, enfin, on reviendra dessus à la fin. La réalité, voilà, sous le capot, quand on l'ouvre pour la première fois depuis longtemps, disons qu'on a beaucoup de choses à faire. Voilà. Je ne parlerai pas de déception, mais on s'aperçoit qu'on a un plan d'action important. Donc voilà un petit peu pour lancer le sujet. Et je propose du coup de passer la parole à nos différents panélistes pour présenter un petit peu le projet BI chez eux, quel était l'objectif et puis comment ça s'est passé. Et puis, quels seraient les conseils que vous pourriez donner à des entreprises qui passeraient ce cap de la business intelligence et qui voudraient commencer à piloter efficacement leurs données de manière croisée, transversale, collaborative, efficace et avancée. Du coup, j'ai peut-être coupé la question en deux pour que ça permette à chacun de se positionner. Déjà sur la première, chez vous, c'est quoi le projet BI? Enfin, quand on parle BI, c'était quoi chez vous et comment ça s'est passé? Donc, revenir un peu sur l'historique et puis nous parler de votre état des lieux. Allez, je vais choisir une première personne pour parler. Je vais choisir Carole pour donner l'honneur aux dames. Je suis désolé, Carole, peut-être que tu n'avais pas envie de parler en premier. Mais si tu peux nous partager tes retours sur cette question. Alors, le projet BI, chez nous, il était important puisqu'on fonctionnait uniquement sur Excel. Et pour pouvoir partager l'information, aussi obtenir des informations plus fiables, plus claires, et puis pouvoir aussi développer des choses qu'on n'arrivait pas à obtenir juste avec Excel, en fait. Il a fallu se poser la question justement de mettre en place un outil. Et le choix s'est porté sur Power BI qui répondait à nos attentes aussi bien au niveau des données que l'on pouvait récolter, la manière dont on pouvait les présenter, la manière dont on pouvait les partager, comment on pouvait protéger aussi ce partage et vraiment avoir une maîtrise sur tout ce paramétrage répondait complètement à nos attentes. Donc, les attentes vraiment de pouvoir aussi du coup fiabiliser, puisqu'il n'y avait plus de manipulation de fichiers Excel dans tous les sens, optimiser le temps, parce que ça prenait beaucoup de temps pour obtenir quelques données, juste quelques effectifs, par exemple, pouvaient prendre quelques jours. Là-dessus, tu m'en avais parlé, tu avais à peu près modélisé le temps que tu passais à faire au début tes tableaux de bord. Oui, juste pour obtenir des effectifs, des mouvements d'entrée, de sortie pour les différents interlocuteurs me prenait déjà 3 jours parce qu'il fallait, vu que c'était que des croisements de fichiers, d'export et autres, et pour permettre aussi le contrôle, voilà, ça me prenait 3 jours. Et puis aujourd'hui, je clique sur un bouton et j'obtiens directement les données comme je le souhaite, bien mises en forme, bien présentées et qui vont pouvoir être vraiment paramétrées pour que chaque interlocuteur puisse avoir les données qu'il souhaite. Ce qui va aussi nous permettre de pouvoir faire évoluer notre offre au niveau de la data RH que l'on va pouvoir offrir et puis vraiment la personnaliser pour chaque interlocuteur. Ce qui n'était pas du tout possible avec Excel, ça prenait beaucoup trop de temps, voire même, c'était même pas réalisable pour certaines choses. Merci Carole. Alors du coup, elle nous adressait un portrait magnifique de la mise en œuvre de la BI. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui pourraient revenir sur ce sujet et peut-être lever un peu le capot aussi et dire, voilà, il y a aussi peut-être des aspects à identifier. Je ne sais pas, Vincent, François, Yann Dirk. Allez, Vincent, est-ce qu'on fait un petit tour de table, Gaël, pour que chacun présente le contexte de la BI chez lui d'abord, non? Oui, tu veux lancer ouais. Vincent, vas-y.
Du coup, vous voulez que... Oui, alors je commence. Bon, chez nous, la BI, ça n'existait pas avant 2019. La BI, c'était du CSV, comme j'imagine chez beaucoup d'entre vous. Du CSV qui était intégré dans Excel. Et dès qu'on arrivait à la limite des 1 400 000 lignes que tout le monde doit connaître à peu près, on n'arrivait plus à faire les tableaux croisés dynamiques et donc forcément, il n'y avait plus de BI. Donc c'est dans ce contexte-là qu'en fait, on a créé le service BI pour commencer à interpréter les données directement dans les tables SQL. On s'est aperçu que la donnée n'était pas ce qu'on croyait, pour reprendre l'image des moteurs effectivement de tout à l'heure. Donc effectivement, quand on a commencé à mettre le nez dans la donnée, on s'est aperçu que des choses qu'on prenait pour acquises n'étaient pas tout à fait ce qu'on croyait. Il faut savoir que chez nous, voilà, la BI était externalisée. Alors tout ce qui est IT était externalisé à la base, et donc c'était géré par un cabinet externe. Et donc on avait très très peu de visibilité et des agrégats qui étaient définis par des personnes qui n'étaient pas du métier. Et donc ce qu'on prenait pour de la marge n'était pas forcément de la marge. Ce qu'on prenait pour du CA n'était pas forcément du CA. Et des dates qui semblaient, enfin des informations qui semblaient très claires n'étaient pas réellement ce dont elles avaient le titre en fait. Donc il a fallu comprendre tout ça. Et donc pour moi, le projet BI, je le scinderai en deux. J'aurais tendance à dire que le premier travail, c'est de comprendre sa donnée, de comprendre les biais à l'intérieur de sa donnée, de la travailler par des systèmes de TL du marché ou des systèmes maison pour vraiment la comprendre et la challenger. Et ensuite, il y a la partie visualisation. Et donc, voilà, c'est à partir de toutes ces étapes que nous, on a construit notre projet BI. Donc voilà, la BI chez nous, c'est ça. C'est partir d'un CSV, arriver au cloud et donner tout ça en visualisation dans des outils. Voilà pour moi. Merci Vincent. Je propose peut-être à Philippe de prendre le relais. Oui, merci Gaël. Nous, comme vous l'avez compris, c'est un peu particulier puisque nous, on intervient dans la donnée du public, en fait. Hein. Donc, on est un peu différent en termes de clientèle et en termes d'objectifs, même si la question de la performance qu'a évoqué Jérôme tout à l'heure, elle est réelle, hein, parce que nous, on accompagne aussi la performance publique et la performance des politiques publiques. Donc, c'est à ce titre qu'on mobilise de la donnée dans notre projet. Alors, en quelques mots, nous, on avait entamé du traitement de données assez lourd, puisqu'on développe des plateformes. D'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure techniquement. On intègre la BI dans des plateformes en ligne, en mode SaaS, qu'on propose à nos clients sous forme d'abonnement. On en reparlera parce que ça pose des questions intéressantes de coûts et d'optimisation des coûts. Mais on avait commencé dès 2014-2013 avec des outils plutôt libres de type Jaspersoft, BERT. Je ne reviens pas trop là-dessus parce que c'est vieux, même si on continue à utiliser Jaspersoft, qui est aujourd'hui vendu par TIBCO. On en reparlera peut-être aussi en termes de comparaison de coûts. Et on a choisi de passer à Power BI il y a maintenant 2 ans. On s'est d'ailleurs fait accompagner, bien sûr, par les équipes de Data Shooting. On pourrait revenir. Ça a été tout à fait positif et ça nous a permis surtout de mettre le pied à l'étrier rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à charger des gros volumes de données. On a installé des data warehouses liés à l'open data, à la donnée ouverte sur la France entière. Là, on chiffre en 20-30 millions de lignes. Et puis, on intègre aussi, nous, de la donnée relativement conséquente de nos clients. Ça peut être de la donnée financière, ça peut être des indicateurs de suivi. Et pour vous donner un exemple, on travaille actuellement pour la région Occitanie pour le suivi des aides économiques. Et malheureusement, avec la crise Covid, on intègre un suivi de à peu près 800 000 lignes. Alors, ça ne représente pas 800 000 entreprises aidées, mais 800 000 aides aujourd'hui qui se sont évidemment considérablement augmentées dans ces derniers mois. Voilà, donc aujourd'hui, on travaille sur de la donnée financière, sur de la donnée de suivi de politique publique. Ça vient alimenter du pilotage au quotidien de nos clients et ça vient alimenter pour nous des évaluations. Donc, dans la maturité data, on est à la fois sur le pilotage au quotidien, ça c'est pour nos clients, et aussi dans le prédictif et dans l'étude, c'est pour l'évaluation des politiques publiques, puisque ces mêmes sets de données servent à la fois au quotidien et à la projection. Voilà, donc je vous ai dit qu'on avait choisi Power BI. On reviendra peut-être plus avant sur les aspects techniques, peut-être dans une autre question. Voilà, et pour peut-être compléter sur les moteurs, évidemment, une grosse partie du temps et de l'énergie, et je crois que tous ceux qui l'ont testé le savent, c'est d'abord comprendre comment ce moteur fonctionne ou fonctionne plus ou moins bien, avoir la connaissance déjà de l'existant, donc faire la cartographie du moteur, comprendre comment on y accède,
et surtout ce qu'il y a à l'intérieur. Et je pense que ce que disait Vincent tout à l'heure, on l'a tous vécu. Le problème, c'est que on ne sait pas exactement ce qu'est la donnée, ce qu'elle représente. Et il y a un gros travail métier en lien en termes de data préparation avec le métier. Voilà, j'en arrête là. On aura peut-être l'occasion de redonner quelques exemples plus tard. Parfait, Philippe. Merci beaucoup. Je propose à Yann Dirk de prendre le relais. Ok, donc quelques mots. Donc, côté Sogetrel, peut-être pour le replacer dans le contexte, les Sogetrel, donc il y a 4 ans, c'était 200 millions d'euros de chiffre d'affaires à les 1500 collaborateurs. Aujourd'hui, c'est 760, 780 millions de chiffre d'affaires, 5000 collaborateurs. Pas mal de rachats, un patchwork. Si je vous le fais côté DSI, une DSI où il y avait une vingtaine de personnes il y a 4 ans, où il y a plus de 100 personnes aujourd'hui. Donc, c'est un groupe qui évolue vite, qui se structure aussi avec des multiples projets en cours. Pour la partie BI, alors pourquoi on s'est lancé sur un projet BI? C'est que la réalité de l'existence était du Excel, pas mal du Power BI, mais bon, quand on dit Power BI, c'était du desktop version gratuite de chez Microsoft et donc essentiellement des gens dans le métier qui attaquaient les bases de production en direct pour aller extraire leurs données, les trifouiller, les mettre en forme et ensuite les distribuer, quoi. Donc l'enjeu du projet, très clairement, c'est d'industrialiser tout ça, de normaliser tout ça, c'est-à-dire que les gens, ils arrivaient en réunion, chacun avec leur tableau, et bon, même sans parler des données sources pour savoir s'ils étaient propres ou pas, si chacun il arrive avec un fichier Excel, l'autre avec un rapport SSRS et le troisième avec un truc Power BI, bon, c'était jamais la même chose, jamais les mêmes données. Donc, le contexte, il est là. Après, les données adressées, c'est globalement des données de gestion. Donc, on a 4-5 ERP dans l'entreprise. Donc, si vous voulez faire un reporting commun, vous mettez en place, et bon, pour moi, il y a 2 grandes composantes dans un projet BI. La première, elle est de dire, je ramène mes données dans ce qu'on appelle des data warehouse, des data mart, et donc je filtre mes données, je les mets en forme. Et bon, la deuxième partie, c'est la visualisation. Côté Sogetrel, donc on a massivement travaillé ces 6 derniers mois l'alimentation des data warehouse qu'on fait pour information avec SSIS essentiellement. On a choisi il y a à peu près 3 mois donc Power BI Pro, on va dire, pour la partie visualisation, donc toute la partie restitution. Donc là, la plateforme, elle est en place et on a commencé à mettre en place la première appli qui est en prod depuis environ 2 semaines. Et à partir de là, il faut que ça enchaîne, je veux dire, rapidement et de manière industrialisée, quoi. Donc, voilà pour le contexte. Qu'en vous dire de plus? C'est déjà pas mal. Les difficultés éventuelles ou les conseils? Les conseils arriveront après. Là. Alors, j'ai un second tour de table pour les conseils, donc on fera un petit tour de table pour creuser cet aspect-là. Je propose à François de prendre le relais, parce que François, lui, il n'en est pas au même niveau d'avancement que Sogetrel, donc c'est intéressant d'avoir aussi ton retour. Oui, effectivement. Donc, avant de partager rapidement l'expérience BI, je fais un petit tour pour expliquer notre modèle, parce qu'il est un peu particulier. Nous sommes une association qui fournit des solutions de remplacement dans le secteur du médico-social, mais nos bénéficiaires sont nos associés. Donc nous leur devons des comptes, nous devons être transparents sur notre activité. Et en fait, c'est ça qui nous a poussé vers la BI fin 2020. C'est la transparence en fait sur les rapports d'activité qu'on doit à nos bénéficiaires. Il faut savoir qu'on a doublé notre activité, nos effectifs en 1 an, et donc on était arrivé aux limites de la solution de reporting Excel, bien sûr. C'était plus maintenable. Je crois que Carole parlait de 3 jours pour jouer les process de rafraîchissement de reporting sur Excel. Nous, c'était plutôt 2 semaines. Donc c'était une question de survie en fait, de franchir le pas et de mettre en place une solution professionnelle et industrialisée de BI pour pouvoir rafraîchir de manière aisée les données et fournir ces indicateurs de rapport d'activité à nos bénéficiaires. Donc
on a attaqué par là avec Data Sulting et en mode commando, puisqu'on était essentiellement piloté par la date pour fournir ces rapports d'activité. Voilà. Bien, mais du coup, je resterai avec toi, François, parce que ça va nous permettre d'enchaîner sur la slide suivante et de revenir sur les conseils. Parce que là, comme tu dis, on était sur un mode commando avec vous, donc plutôt dans une logique court terme plutôt que sur une projection long terme. Pour toi, quel est l'avantage d'une démarche de ce type-là, qui n'est pas forcément le modèle à utiliser pour tous, mais pour toi, c'était quoi les… Eh bien, en fait, tout dépend si le projet BI est piloté par la date ou par la qualité, hein, qualité coût-délai, hein, le fameux QCD. Si c'est piloté par la date, et c'était notre cas, je pense que le mode commando est très très pertinent, puisqu'il permet de bénéficier de l'expertise de Data Sulting en l'occurrence, pour tenir les délais. L'inconvénient, c'est que on a une belle boîte livrée, mais la mécanique est très complexe. C'est-à-dire qu'on a donné le soin à quelqu'un d'autre de soulever le capot, mais finalement, on l'a pas soulevé nous-mêmes. En fait, il faut avec un autre projet qui est d'internaliser cette connaissance et cette expertise BI. Et ça passe par un autre mode, et c'est là où nous en sommes actuellement avec Data Sulting, qui est plutôt piloté par la qualité, c'est-à-dire mettre en place les solutions de reporting pour tous les pôles métiers, mais avec une maîtrise interne de ces processus de BI. C'est clair. Merci François. Je pense que c'est un sujet assez intéressant qu'on peut garder en tête. C'est que effectivement la BI, on peut avoir des choses assez sexy rapidement. Néanmoins, il y a un sujet de compétence et ce qui peut paraître simple une fois que c'est construit, effectivement, quand on veut en récupérer l'usage, ça peut s'avérer complexe. Et dans tout projet BI, je pense qu'il y a un aspect de montée en compétence qui est important. Alors peut-être que là-dessus, on peut passer le relais à Yann Dirk, parce que là, on a une approche qui est complètement différente. Enfin, là, on n'était pas, alors même s'il y a des contraintes de délai, mais on a plus une démarche structurée avec l'intégration des données dans un entrepôt de données, avec le choix d'un outil. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi une phase d'étude. Est-ce que Yann, tu peux nous partager alors du coup tes retours sur cette mise en œuvre de la BI chez Sogetrel et peut-être les conseils que tu pourrais donner sur cette démarche-là? Ouais, moi j'avais noté 3 points, je dirais en termes de conseils, mais bon, moi j'en dirais peut-être un premier. Pour moi, le BI, c'est quelque chose qui se construit au fil de l'eau et dans le temps, et c'est des dossiers itératifs. Donc, moi, dans mon esprit, il ne faut pas forcément viser la Lune au premier round. Alors, on a parlé, j'ai entendu parler des données, il faut que les données soient propres. Bon, il se trouve que chez nous, comme les data scientists, ils ont pas mal travaillé les données. Je n'ai pas encore trop de mauvaises surprises là-dessus, mais bon, on ne fait pas la lune dès le premier round, quoi. Donc, il faut assurer déjà le reporting de base, les données de base avant d'aller plus loin. Ça en serait un premier. Le deuxième, c'est qu'on a beaucoup travaillé l'organisation. Donc, c'est qu'au final, quand on regarde, quand on veut faire un rapport, on voit que le rapport, la partie émergée de l'iceberg, mais bon, il faut que le métier exprime son besoin, il faut que les données soient estampillées bonnes, il faut que les data scientists développent les rapports, il faut que l'IT alimente le data warehouse et les data marts. Bon, il y a un ensemble de personnes qui interviennent et on a beaucoup travaillé aussi l'aspect organisation. Alors, je ne sais pas si c'est contextuel par rapport à la taille de Sogetrel, parce qu'effectivement, bon, parfois on a une structure plus petite. Bon, et le troisième que j'ai noté, mais on en a déjà amplement parlé, c'est l'aspect données, quoi. En clair, un peu basique, mais bon, peut-être que vous connaissez tous merde in, merde out, mais bon, en gros, voilà, si vos données sont pourries ou vous n'arrivez pas à les rapprocher, vous allez très bien voir ça quand vous allez avoir votre outil de data visualisation, quoi. Donc ça, il ne faut pas le sous-estimer, quoi. Effectivement, le dernier point, enfin, il est majeur et tout le monde le visualisera relativement aisément. Le deuxième point concernant l'organisation, il est aussi assez important parce que du fait de la mise en œuvre d'une solution décisionnelle,
on a une nouvelle responsabilité qui est une responsabilité qui est transverse à tous les métiers. Hein. La BI, ce n'est pas un sujet financier ou marketing ou vente ou production ou RH. C'est un sujet qui est souvent transverse. Alors même si côté RH, parfois, il y a une BI dédiée pour des questions de sécurité, de confidentialité. Mais à partir du moment où on a des données transverses, on n'a pas un métier en face. Et donc, l'équipe BI au sein de l'équipe informatique, c'est à peu près, c'est une des rares équipes qui ne parle pas à un seul métier et qui doit même parfois normaliser des choses sans avoir d'homologue métier. Donc ça pose des questions et ces sujets data, ça pose des questions de gouvernance et d'organisation et on ne peut pas faire de la BI comme on fonctionnait pour le système comptable où on avait un responsable financier qui peut valider des spécifications, des besoins. Voilà. La BI est transversale et ça remet en cause certains fonctionnements. Et la BI, elle est aussi beaucoup plus proche du métier parce que pour faire des indicateurs qui sont performants, pour avoir un traitement de la donnée qui soit cohérent, et on l'a vu chez Private Sport Shop, on a besoin d'une traçabilité, on a besoin d'une maîtrise métier des données. Et ça, c'est du coup des profils un petit peu différents de l'informatique plus classique. Voilà. Donc ce sujet d'organisation est un sujet important. Si je peux me permettre juste de rebondir là-dessus, mais ce qui se passe chez nous, c'est qu'on a pas mal de data scientists qui, globalement, allez, si je généralise, un peu arriver un peu au bout du rouleau avec leur Power BI local. C'est-à-dire qu'ils, bon, je parle un peu technique, mais ils faisaient des formules dates, des formules, et puis donc ça prenait les temps de réponse et ils se dégradaient à vitesse grand V, à la fois parce que les données augmentaient, mais aussi parce qu'ils complexifiaient leurs indicateurs avec des calculs et des formules. Et donc là, on les intègre et ça se passe, de mon point de vue, pas trop mal, parce qu'en réalité, ce qu'on est en train de faire, et là c'est itératif, c'est que quand les formules deviennent trop complexes à faire à la volée, il faut les intégrer dans le data mart, les pré-calculer la nuit et ensuite les re-exploiter dans les rapports derrière, quoi. Du coup, là, j'entends, en fait, le sujet gouvernance revient. Et Philippe, peut-être là-dessus, justement, sur tes conseils, est-ce que voilà, tu as des éléments à partager par rapport à vous, parce que vous êtes quand même pas mal expérimenté. Donc, Et l'aspect performance aussi est intéressant, ouais. Parce que Yann Dirk vient d'évoquer le fait que la performance, elle n'est pas toujours au rendez-vous tel qu'on l'imagine, et notamment quand on n'a pas les bons usages de l'outil. Alors, juste rebondis sur les conseils, puisque le départ, c'était quel conseil donneriez-vous? Alors, de façon tout à fait limitée, parce qu'évidemment, chaque expérience est différente. Moi, je rebondirais sur la question de la place des data scientists au sens large. Vraiment, c'est un truisme. Aujourd'hui, tout le monde le dit, mais nous, on l'a vécu. Il faut des équipes mixtes. Il ne faut pas les data scientists d'un côté et les connaisseurs des données ou les métiers de l'autre, ça ne marche pas. Voilà. Il faut des gens qui travaillent ensemble au quotidien et il faut que les data scientists fassent l'effort de comprendre la matière qu'ils travaillent et il faut que les métiers fassent l'effort de comprendre la nature et la qualité de la donnée qu'ils doivent délivrer de leurs outils de gestion, par exemple, à ceux qui sont censés monter le projet BI. C'est absolument fondamental, sinon c'est une perte de temps incroyable et surtout une source d'erreur que nous, on a testé. Et donc, nous, vraiment, maintenant, on a des équipes mixtes et je vais le dire de façon un peu triviale, on force les data scientists à comprendre le métier et les données. Et d'ailleurs, ils sont tout à fait partants parce qu'au final, c'est aussi plus intéressant pour eux, même si ça leur demande un peu plus de temps que uniquement la partie technique. Le deuxième point, c'est ce que vous avez tous dit, c'est que en fait, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression, alors nous, on a la chance d'avoir des informaticiens en interne, je dirais que la technique va très vite, très, très vite aujourd'hui, en quelques années. C'est incroyable la vitesse qu'on a gagnée. Faire un rapport Power BI aujourd'hui, c'est 1 heure. Nous, avec Jaspersoft, quand on devait faire un rapport, c'était 3 jours au départ, il y a 6 ou 7 ans. Aujourd'hui, quand notre client nous dit moi, je veux un rapport comme ci, comme ça, en moins d'une demi-journée, on est capable de faire le rapport, de le tester et de le publier en ligne. Donc, ce n'est pas tellement la technique aujourd'hui. Pour moi, le problème, c'est les données. Et pour vous donner un ordre d'idée, nous, on met souvent plusieurs mois à caler avec nos clients la capacité d'exploiter les données de qualité dans un environnement technique qui, lui, ensuite, va beaucoup plus vite. Voilà. Et le dernier conseil que je donnerais, en tout cas, il vaut pour Power BI, c'est que ça bouge très, très, très vite. Microsoft fait des mises à jour mensuelles.
et ça peut modifier considérablement le projet BI. Je vous donne qu'un exemple, et après je m'arrête. On était coincé dans une grosse application pour un client pour des problèmes d'export de données, parce que les fonctions d'export n'existaient que dans la licence premium qui valait $4 000 par mois. $4 000 par mois, autant vous dire qu'on n'avait pas les moyens de se payer la licence premium. Il y a un mois, ils ont compris quand même que c'était un peu limitant et ils ont ouvert la licence premium per user à $19 par mois et par utilisateur. Ce qui fait que d'un seul coup, mais encore fallait-il le savoir, d'un seul coup, on a libéré toute une partie de notre projet qui était bloquée techniquement. Et en tout cas pour Power BI, je ne sais pas pour les autres, ça bouge très très vite et plutôt dans le bon sens. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des gens qui sont en veille, qui suivent et qui peuvent débloquer des pans entiers de fonctionnalités avec l'évolution des plateformes et des outils. Et donc de la performance, pour rebondir sur ce que disait Jérôme, aussi une amélioration des fonctionnalités et de la performance qui est assez régulière. Et merci Philippe. Je vois qu'il y a des questions du coup qui sont suscitées de par les échanges sur qui travaille la donnée en amont. On parle de data scientist et la question c'est est-ce que ces missions ne devraient pas être attribuées à des data engineers? Donc est-ce que c'est des écarts de langage ou est-ce que c'est… Je me permets d'intervenir. Effectivement, les métiers de la data ne sont pas tous stabilisés et tout le monde n'a pas forcément les mêmes définitions. Je pense qu'il y a dans les profils qui ont été évoqués, il y a des gens qui les appellent data scientists et d'autres data engineers. Donc, je ne pense pas que ce soit c'est plus une question de vocabulaire. Après, il faut voir les profils qu'on met derrière, mais on parlait bien de gens qui préparent les données. Ouais. C'est une question qui est récurrente. Les fiches de poste, au final, reviennent sur le tapis. C'est un clin d'œil que je fais à Sébastien qui nous accompagne sur la partie recrutement parce que nous-mêmes, on a du mal à identifier des profils parce qu'eux-mêmes ne savent pas à quelle catégorie ils appartiennent et donc il faut arriver et quelque part, ça colle avec ses attentes métiers et qui sont très structurantes sur les projets. Parce qu'effectivement, un data scientist, on n'a pas les mêmes attentes qu'un data engineer. Ils ne font pas le même métier, ils ne font pas la même chose. Mais ça, ce sera l'objet, je l'imagine, d'un autre datapéro, puisque effectivement, le sujet des métiers revient assez régulièrement. Et on parlait Renaud évoquait la notion de licence embedded. Bon, là, c'est pour rebondir sur le propos de Philippe. Je ne sais pas s'il y a d'autres… Oui, juste, j'étais en train d'écrire une réponse mais je fais une réponse rapide. Nous, on utilise la version embedded depuis quasiment le début. On a été des utilisateurs très précoces de l'embedded, puisque du coup, tous nos clients nous accèdent à nos plateformes via une coque embedded qu'on développe nous en Symfony, et on intègre les rapports Power BI dans la coque Symfony. Et donc, c'est transparent pour nos clients. Nos clients accèdent à des plateformes qui sont des plateformes unitaires avec des systèmes de login, de gestion de droits qu'on échange avec et qu'on partage avec Power BI. Et on a intégré complètement la BI dans une coque maison en utilisant Embedded, ce qui permet aussi de s'affranchir des problèmes économiques, puisque du coup, il n'y a plus de limite de licence. Et on a aujourd'hui, nous, des plateformes avec plusieurs centaines d'utilisateurs qui attaquent directement des filtres, des rapports Power BI sans avoir à payer de licence. En passant par la version embedded qui est franchement quelque chose d'extrêmement puissant. Étienne, ça peut t'intéresser. Alors, je vois que le temps tourne et il me reste encore deux intervenants sur qui j'aimerais bien avoir leur point de vue. Donc, je propose que Vincent, alors je ne vais pas donner l'odeur aux dames, je ne suis pas gentil, mais j'ai commencé tout à l'heure avec Carole, donc j'espère qu'elle m'en excusera. Je propose à Vincent d'intervenir parce que toi, tu as en plus un retour d'expérience en dehors de Private Sport Shop, donc tu as une vision de la BI qui est peut-être un peu plus historique. Enfin, voilà, tu as vu des évolutions. Ton point de vue est intéressant dans tous les cas. Écoute, c'est gentil, je te remercie. Comme beaucoup de mes camarades dans le call, on a pu tester différentes solutions. Moi, au niveau du conseil, alors c'est justement tout ce que Data Shooting nous a apporté, ce sur quoi je mettrai l'accent, c'est que notamment, voilà, Data Shooting, vous nous avez permis de rencontrer les métiers, chose qu'on faisait déjà beaucoup. On passait tout notre temps à faire ça, à vrai dire. Mais à l'heure actuelle, c'était pour répondre à de l'urgence. Et donc, quand on demandait un cahier des charges ou une vraie définition de termes, on ne l'obtenait jamais des métiers. Et vous nous avez permis, donc c'est un petit peu dans ce sens-là, enfin voilà, j'oriente mon conseil par rapport à ça, vous nous avez permis de réellement, officiellement, nous poser autour de la table avec les différents métiers et de dire, voilà, personne ne sort tant qu'on n'a pas déterminé ce que voulait dire
tel agrégat, tel indicateur. Et ça a été super productif. Encore une fois, c'est pas qu'on n'a pas eu l'idée de le faire en amont, hein, mais c'est que quand on demande un cahier des charges au métier, très souvent, ils sont très occupés, à juste titre. Et donc, on a des briques d'informations qui, une fois consolidées, ne conviennent pas cette fois-ci au marketing, cette fois-ci au commerce, etc. Donc, au moins, vous avez eu cet avantage-là de nous permettre de déterminer un vocabulaire commun. Et ça, je vous en remercie grandement. Ensuite, effectivement, la deuxième chose que vous nous avez permis de faire, et c'est pas pour vous faire de la pub seulement, mais effectivement, ça fait partie de mes conseils dans ce sens-là, c'est que vous nous avez appris à structurer et à diviser la donnée pour que justement l'outil DataVis à la fin ait un travail très facile, entre guillemets. C'est-à-dire vous nous avez appris à bien segmenter, découper nos données. Dans notre cas, donc c'est un staging, ensuite un data warehouse et ensuite des data marts spécialisés. Et c'est ces data marts-là, donc ces spécialités métiers très agrégées, très digérées en amont, qui sont branchées à Qlik, puisque nous on a choisi Qlik donc. Et ce qui fait que Qlik finalement a beaucoup moins de travail que s'il était branché directement au data warehouse, chose qu'il ne faut pas faire. Et donc à ce niveau-là, voilà, vous nous avez aussi beaucoup aidé à alléger, à améliorer les performances, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et mon dernier conseil, pour rejoindre ce que disait Yann Dirk, quand il disait au départ, il ne faut pas viser la Lune, effectivement, moi, le conseil que je voudrais vous donner, c'est faites des POC, même s'il y a très peu de données, pour la vérifier avec les métiers, en mettant de gros warnings, en disant attention, je vous présente quelque chose, c'est voir si quelque chose vous interpelle. Parce que je n'ai pas la même vision que le directeur financier, et parfois quelque chose va me paraître juste, et j'aurai tort à 3 points de marge près. Ça ne va pas se voir. C'est-à-dire moi, dans mon interprétation, dans ma connaissance du business de Private Sport Shop, je ne vais pas forcément voir la différence. Et par contre, lui, le DSI, va le voir le DAF va le voir tout de suite. Et donc, effectivement, on a eu cette politique au bout d'un moment de présenter des rapports très vite, en n'étant pas tout à fait sûr de la donnée, en le disant aux utilisateurs. Qu'est-ce qui t'interpelle? Explique-moi ce qui pour toi ne va pas. Et ça nous a permis de beaucoup avancer, même si on ne parle pas à des techniciens informatiques. Mais voilà, de mettre un nom sur les problèmes. Ça nous a permis d'avancer totalement différemment, et c'est ça qui nous a permis d'explorer notre donnée et de soulever le capot avec un peu moins d'appréhension, puisqu'on est accompagné par les vrais experts en interne. Voilà pour moi les 3 conseils. J'espère que c'était relativement clair. C'était très clair, et de toute façon, on apprécie beaucoup les retours. Au-delà du côté merci pour tes remarques nous concernant, mais voilà, c'était pas l'objectif, mais bon, tu l'as partagé comme ça. Et on te remercie aussi. Carole, alors là, il nous reste 9 minutes, donc je te propose de finaliser ce tour de table avec la conclusion de la fin. Tu as le lourd privilège de conclure sur la partie tour de table. Alors, par rapport à ce qu'a dit Jérôme au tout début sur la réalité de la mise en œuvre, parce que c'est vrai que Power BI, quand on a vu les démonstrations, les beaux tableaux, tous les graphes, les super présentations, ça donnait envie, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a l'outil, ce n'est pas si simple, parce qu'après, il faut aussi prendre la main, obtenir les connaissances. On ne clique pas sur un bouton et on obtient ce beau graphique. Il faut aussi prendre en main l'outil, voilà, monter en compétences, devenir vraiment un expert Power BI, parce que ça permet aussi de pouvoir avoir des idées, des nouvelles propositions, de pouvoir aussi développer de nouvelles présentations. Et c'est vrai que pour ça, il y a eu un vrai accompagnement et toujours encore au quotidien de Jérôme, de Data Salting, parce que voilà, c'est pas juste obtenir l'outil, c'est qu'après, il faut continuer et être accompagné. Et c'est vrai que ça a permis de donner beaucoup d'idées, de pouvoir déjà faire des propositions et puis après de pouvoir continuer de monter en compétences. Donc voilà, il y avait la belle livraison, en effet, la belle boîte livrée, c'était ce qui était dit. Mais pour pouvoir continuer à maintenir ces belles boîtes et la faire évoluer, voilà, il ne faut pas oublier tout cet accompagnement et cette montée en compétences, parce que ce n'est pas si simple que ça. Merci beaucoup, Carole. Je propose du coup sur ces derniers mots, je propose qu'on enchaîne et Jérôme va reprendre la main sur une vision un peu synthétique des sujets qu'on vient d'évoquer. Oui. Alors oui, je ne vais pas aller au-delà, effectivement. Il y a des points très importants qui ont été abordés sur la compétence, sur le fait d'avancer par étapes, sur le fait de structurer, de faire les bonnes choses au bon endroit pour pouvoir après être très efficace, parce que vous avez entendu un tableau de bord 1 heure, et puis quand vous voulez le faire, si vous demandez à un prestataire, il vous dira 5 jours. Et en fait, il y a une réalité derrière, c'est que si on a bien structuré les données, effectivement, en 1 heure, on peut faire le tableau de bord. Par contre, ça nécessite de voir un petit peu long terme, d'anticiper
anticiper des choses. Voilà, donc je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, c'était des retours. En fait, je vous remercie parce que c'est vraiment des choses importantes et qui ne sont pas forcément anticipées lorsqu'on lance un projet BI. Lorsqu'on lance un projet BI, il y a une autre question qui se pose, hein, c'est quel outil? Alors, vous avez entendu parler de Qlik et de Power BI aujourd'hui. Ce n'est pas les seuls outils et vous aurez besoin de choisir l'outil. Alors, bien sûr, il y a des instituts tels que Gartner hein, qui donnent des statistiques où on retrouve les 3 principaux qui sont toujours dans les leaders depuis à peu près 10 ans. Mais au-delà de ça, nous, on a une vision un petit peu nuancée de cette approche parce qu'il convient de mettre au regard pas mal d'éléments, notamment des questions d'ergonomie, de service autour du produit, de rapport qualité-prix. Est-ce qu'on peut vraiment faire la data as a service? Est-ce qu'on peut publier à un grand nombre de personnes? Quel est le business model si on veut intégrer, voilà, publier à de très nombreuses personnes? On a entendu parler de solutions embedded. Et quelles sont les adhérences avec l'infrastructure? Il y a des solutions qui sont pure Windows, d'autres qui sont un petit peu plus ouvertes. Quelles sont les compétences dont on a besoin, qui ne sont pas les mêmes, et toutes les solutions ne sont pas adaptées à tous les types d'organisations. Et puis, il y a même des enjeux de langue, parce que certaines solutions sont documentées quasiment exclusivement en anglais. Ce qui est assez problématique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le choix est plus ouvert qu'il n'y paraît en termes de solutions BI, et ça nécessite de se poser un certain nombre de questions pour choisir les bonnes solutions. Et là, du coup, je donnerai la main à Charlotte pour rebondir sur ce que vient de dire Jérôme, puisqu'on a travaillé sur un livre blanc, mais c'est Charlotte qui va venir vous le présenter. Si Charlotte, tu veux prendre la main. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi, je suis alternante chez Data Consulting depuis octobre et au cours de mon alternance, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs solutions BI, donc Power BI évidemment, et puis aussi Tableau Software, ClickSense et Google Data Studio, afin de réaliser un livre blanc permettant de comparer ces différentes solutions BI du point de vue de Data Consulting, donc que Jérôme vient de vous présenter. Donc pour ce faire, je me suis appuyée sur une grille d'analyse de 106 critères et sur une grille d'ergonomie reprenant 31 étapes afin d'appréhender de façon la plus concrète possible l'ergonomie de la plateforme et donc la facilité à réaliser certaines actions, donc que ce soit la préparation de données, la visualisation de données ou encore le storytelling, et même d'exporter ces différents éléments qu'on a pu créer au sein de la plateforme. Et le livre blanc, il comporte aussi des réponses aux questions que nos clients nous posent le plus souvent. Donc, vous pouvez d'ores et déjà le précommander via le lien qui s'affiche sur vos écrans. Et puis, voilà. Il est gratuit, hein, c'est une précommande, mais on ne paye rien derrière. Oui, il n'y a pas. Le livre blanc, bien sûr, est gratuit. Et voilà, j'espère que mon travail vous permettra d'en apprendre un peu plus sur ces solutions et que vous pourrez, grâce à lui, choisir la solution la plus adaptée à vos besoins. Voilà. Jérôme, je te laisse poursuivre. Oui, je voulais remercier Charlotte. Donc, on a choisi de mettre en évidence Charlotte parce qu'elle a fait effectivement un excellent travail. C'est une consolidation. Hein, nous, on est sollicité pour aider des entreprises à choisir l'outil. Alors, certaines entreprises sont prêtes à lancer un appel d'offres, à documenter un cahier des charges pour choisir la meilleure solution et mettre en compétition des éditeurs. Et puis, d'autres acteurs peuvent se nourrir tout simplement des enseignements et n'ont pas forcément besoin d'investir du temps et de l'argent dans la construction d'un tel appel d'offres. D'où le fait qu'on a souhaité chez Data Consulting fournir un livre blanc sur ces sujets qui est basé sur nos enseignements, ce que l'on observe chez nos différents clients. On est indépendant des éditeurs, on n'a pas de marge arrière avec aucun des éditeurs. Et voilà, donc c'est un cadeau que Data Consulting fait, c'est le dessert du jour. Et effectivement, c'est Charlotte qui a tenu la plume, mais qui a sollicité toutes les équipes de Data Consulting. Et comme elle a fait un excellent travail, eh bien, Charlotte rejoint Data Consulting en tant que salariée. Voilà. Merci Charlotte. Donc nos conseils, qu'est-ce que j'avais mis? Oui, avancer par étapes, c'est un des conseils que vous avez vu. Avancer par étapes notamment parce que vous allez améliorer progressivement la qualité des données au fur et à mesure que vous ouvrirez le capot. Vous apprendrez à structurer pour être plus efficace, pour
pouvoir faire effectivement un reporting en 1 heure, mais ça se fait pas au début. Au début, c'est plus long, c'est plus compliqué. Pensez à la montée en compétences des équipes, prévoyez de la formation, et ça, c'est vrai, quelle que soit la solution. Et puis, pensez le long terme. Le long terme, ça nécessite notamment de construire les architectures, de choisir les solutions qui sont efficaces pour que les moteurs soient performants, parce que c'est des petits bijoux de technologie, hein, mais un petit bijou, quand on s'en sert mal, et de fait, il ne donne pas satisfaction, quel que soit le bijou. Et c'est un sujet, hein, pour les différents cas d'usage. On a des réponses distinctes et qui en plus évoluent avec le temps. Vous avez eu le témoignage de Philippe, mais dans le périmètre de Philippe, hein, il y a aussi d'autres sujets qui ont été conçus il y a 4 ans maintenant sur une architecture, et aujourd'hui, en fait, on le fera un petit peu différemment avec des performances et des coûts plus efficaces. Voilà, donc avancez par étapes, expérimentez, construisez progressivement, pensez à la formation et puis pensez le long terme. C'est nos recommandations pour vous aider à mettre en œuvre de la BI. Alors, au-delà des recommandations, on a aussi formalisé un petit peu tout ça, et le step by step, alors on a essayé de le faire sous forme d'offre, hein, puisqu'on a aussi, tout à l'heure, François évoquait le commando BI qu'on a mis en œuvre. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on préconise toujours en première étape, c'est plutôt de faire un diagnostic. Donc là, on a une démarche de diag, hein, somme toute assez classique, mais on va s'intéresser aux aspects métiers. On n'est pas que dans des notions de processus ou des parties data, on va beaucoup s'intéresser aux métiers. Ce que tout le monde évoquait au final, c'est de revenir un petit peu à la source et de faire parler les métiers et d'arriver à les mettre autour de la table. Donc, état des lieux et puis les préconisations d'outils. Donc, le commando Power BI, celui qui veut aller vite, qui veut faire l'effet wow avec un COMEX, enfin voilà, ça c'est souvent des choses qui arrivent sur la table, hein, c'est dire j'ai 3 semaines, j'ai 1 mois pour prouver le concept. Et pour l'instant, je n'en suis pas à construire tous les étages de la fusée. Je veux simplement déjà montrer ce qu'il est possible de faire en connectant rapidement les données, en faisant les premiers tableaux de bord. Donc ça, c'est la démarche de commando qui peut se dérouler sous 1 mois. En fait, hein, ça peut être assez rapide. Et par contre, là, on ne va pas soulever forcément le capot. Enfin, on va avoir une partie on va détecter des choses, mais ce n'est pas là où on va régler les problèmes. Et après, on a la démarche un peu plus long terme, hein, où là, on a ce qu'on appelait nous les projets de BI agile, qui vont potentiellement nécessiter de la formation, où la formation peut être faite de manière indépendante, et où là, on va construire tous les étages de la fusée en commençant par une vraie démarche de conseil. Bien souvent, ça commence par le diag, et ensuite, on va construire l'entrepôt de données, on va travailler sur un outil pérenne que les différents métiers pourront aussi appréhender, pourront s'approprier, d'où la nécessité de formation, puisque ça a été évoqué à peu près par tout le monde, hein. C'est ce côté, c'est bien, et c'est très joli quand c'est fait par des gens comme nous à l'extérieur, forcément, parce qu'on le manipule au quotidien. Après, il faut que les équipes puissent s'approprier l'outil et puissent elles-mêmes être autonomes et indépendantes sur sa capacité à générer du nouveau et faire vivre les choses. Donc, Jérôme, si tu veux compléter, je pense que j'étais assez exhaustif. Oui, non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je voudrais remercier surtout tous nos participants. Je propose de vous libérer. Je vous souhaite, alors comme l'a proposé François, je vous souhaite un bon data appétit. Elle n'est pas de moi celle-là, donc pour le coup, merci François. À très vite pour nos clients et puis à bientôt pour ceux qu'on ne connaissait pas et qu'on espère voir prochainement. Merci à tous. Merci. Merci à tout le monde. À bientôt.